plupart des mammifères sauvages qui peuplent notre environnement ont pris l'habitude, avec raison sans doute, de se tenir soigneusement à l'écart de l'activité des hommes. Pourtant, à 2 pas des villages, et même au beau milieu des champs cultivés, le blaireau installe parfois son terrier. À cet endroit, la discrétion est loin d'être le souci principal du blaireau. La terre, rejetée au moment des travaux de creusement, forme en effet d'énormes tas, bien visibles, devant l'entrée du tunnel. Il existe souvent plusieurs de ces entrées qui donnent accès à un réseau de galeries souterraines dans lesquelles les blaireaux se cachent durant le jour. D'autres indices nous permettent de penser que ce terrier est bien habité. Sur ce petit arbre, par exemple, les occupants semblent venir se faire les griffes régulièrement. En fouinant un peu plus loin encore dans le secteur, sous les buissons d'un talus, on découvre de véritables pistes de terre battue, parfaitement dégagées, signe du passage régulier des blaireaux. Il faut dire que ces animaux sont de véritables maniaques, fidèles à leurs habitudes et qui sortent toujours par les mêmes coulées, les mêmes passages. Mais au fait, comment faire pour les surprendre? Eh bien, pour commencer, il faut demander rendez-vous aux blaireaux, au saut du lit, pour eux bien sûr, c'est-à-dire à partir du coucher du soleil. Car ne l'oublions pas, ce sont des animaux nocturnes qui préfèrent peut-être ainsi éviter les hommes, dont ils ont sûrement déjà entendu siffler les plombs à leurs oreilles. Avant le coucher du soleil, donc, il suffit de s'installer discrètement près du terrier, à bon vent bien sûr, et d'attendre sans bouger, les yeux fixés sur l'entrée de la tanière. Le suspense n'est jamais très long, mais la méfiance reste encore de mise pour le premier adulte qui sort. À l'autre bouche du terrier, on est un peu moins méfiant, mais on reste prudent. Il faudra encore quelques minutes pour que les dernières vérifications se fassent. Pas d'odeur suspecte, pas de bruit anormal. Le blaireau, après une dernière hésitation, peut partir pour sa tournée nocturne. L'autre adulte restera caché dans son trou ou veillera aux alentours, car nous sommes en mai, et les jeunes blaireaux font leur première sortie hors du terrier. Eux, par contre, ne se font aucun souci et leur seule préoccupation est de se payer du bon temps en partant à la découverte de leur nouveau domaine. Durant leur première sortie, les jeunes blaireaux quittent rarement les alentours immédiats du terrier où ils savent se mettre à l'abri à toute vitesse en cas de danger. Malgré leur taille et leur jeu désordonné, ils ne font pratiquement aucun bruit en se déplaçant. À peine, de temps en temps, entend-on claquer une mâchoire ou un petit jappement. Les jeux en commun s'arrêtent de temps en temps et chacun s'occupe comme il peut. Une vieille douille de cartouches de chasse fera éventuellement l'affaire avant que le voisin ne s'en mêle également. Un peu plus tard dans la nuit, avec l'appétit qui vient, les blairotins partent également à la recherche d'un peu de nourriture. Bien souvent, du moins au début, ils se contentent de retrouver un des parents à l'intérieur du buisson. Ce sont eux qui leur apprendront, grâce à leur odorat, à trouver et à croquer toutes sortes de plats. Escargots, vers, insectes, œufs d'oiseaux nichant au sol, mais aussi des pommes ou des noix tombées à terre dans les vergers.
Jeux et recherches de la nourriture occuperont l'essentiel de la nuit pour les jeunes qui retournent de temps en temps au terrier. Les adultes se permettront quelques expéditions plus lointaines, mais avant les premières lueurs de l'aube, tout le monde aura retrouvé la sécurité au fond des galeries. La plupart des animaux ont une crainte innée de l'homme et s'en méfient, avec quelques raisons d'ailleurs, comme de la peste. D'autres, au contraire, comme l'hirondelle de cheminée, ont su avec malice profiter de ces constructions pour s'y installer confortablement. Pour celle-ci, par exemple, la peinture du nid a même été gratuite. D'autres sont plus exigeantes encore, et de l'étables et ses vaches, elles passent, pour peu qu'une fenêtre soit restée ouverte, à une chambre pour elles toutes seules, qu'elles sont déjà en train de visiter. Elles connaissent pourtant bien les lieux, puisque l'an passé, c'est le vieux lustre qui a accueilli leur nid. Pour cette année, notre couple d'hirondelles a changé de place et a décidé d'accrocher sa nouvelle construction dans le coin d'une fenêtre. Le chantier est entamé depuis peu de temps et déjà l'ébauche du nid a pris forme. La première étape consiste à bien préparer la fixation sur le bois et les fondations qui devront supporter plus tard un poids important. La matière première est faite de terre, de boue humide, de fétus de paille et de brindilles que les hirondelles vont bien sûr chercher à l'extérieur. Les hirondelles des alentours se retrouvent donc autour d'une petite flaque d'eau qui offre sur ses bords la boue idéale. Ni trop molle, ni trop dure, et qui séchera tout de même assez vite une fois posée sur le nid. Ce mortier de fortune est ensuite malaxé, imprégné de salive et apporté au nid dans le bec sous forme de petites boulettes. Ainsi, pendant plusieurs jours, la femelle et le mâle se relaient sans arrêt. Boulette après boulette, l'édifice s'agrandit, bien à l'abri des regards indiscrets. Bientôt, les murs sont presque finis et la femelle, en se tournant et se retournant dans le nid, aménage peu à peu une petite coupe qui recevra plus tard les œufs. Avant cela, elle en garnira minutieusement l'intérieur avec du crin et des petites plumes chippées au vol dans la cour de la ferme voisine ou sur l'étang d'à côté. Arrivé à ce stade de la construction, le travail ralentit nettement. Encore quelques efforts pour les dernières finitions extérieures, et bientôt, le nid sera prêt à recevoir la première ponte. La femelle pond presque toujours 5 tout petits œufs blancs, joliment tachetés de brun. Le mâle vient y jeter un œil distrait de temps en temps, mais laisse le soin de les couvrir à sa compagne. Pendant 15 longs jours, elle ne s'accordera que quelques heures de liberté pour se dégourdir les ailes, le mâle faisant semblant de monter la garde pendant ce temps. Pourtant, il y a du travail pour réchauffer correctement toute la couvée. Il faut retourner les œufs, les changer de position de temps en temps pour que chacun d'entre eux reste à la température idéale. Le résultat de toutes ces méticuleuses attentions voit bientôt le jour. Façon de parler d'ailleurs, car ces tout petits bébés, nés il y a 1 heure ou 2, nus comme des petits vers, ou presque, ne voient pas encore bien clair. Si nos amis habitent dans une maison, elles se nourrissent comme les autres oiseaux dans la nature. Elles attrapent au vol, bouche grande ouverte, tous les petits insectes qu'elles rencontrent, haut dans le ciel ou au ras des prés et des rivières. Elles chassent pour elles, évidemment, mais surtout pour nourrir leur famille qui, au fur et à mesure qu'elle grandit, devient de plus en plus vorace. Il faut en effet un véritable pont aérien pour tenter d'assouvir l'appétit sans fin de ces estomacs à plumes qui commencent à se sentir un peu à l'étroit.
L'hygiène est tout de même assurée, puisque les parents évacuent les crottes que chaque jeune leur offre avec une précision d'horloge. Après 3 semaines de ce gavage intensif, nos jeunes hirondelles prennent leur envol à leur tour. Puis une deuxième nichée suit dans la foulée. Enfin, bien plus tard, lorsque les jours raccourcissent à la fin de l'été, tout le monde se retrouve en grande bande bruyante. C'est le signal du proche départ vers les pays d'Afrique où elles passeront l'hiver, avant de nous revenir l'année suivante, avec les premiers beaux jours d'avril. Quel que soit l'endroit que vous avez choisi pour votre dernière promenade à la campagne, savez-vous que vous êtes peut-être passé vraiment tout près d'un animal sauvage et que vous ne l'avez pas vu? Ce rendez-vous manqué ne vous dérangera pas beaucoup si je vous dis que l'animal en question était un serpent. Et peut-être même une vipère. Les serpents sont en effet de grands paresseux qui mènent une existence discrète et silencieuse, faite de lents déplacements ou de siestes tranquilles au soleil. Lorsqu'ils se décident à fuir, c'est que la menace est vraiment trop proche et qu'il faut tout de même se bouger un peu. D'ailleurs, leur cachette n'est jamais bien loin, et là au moins, ils sont en sécurité. À moins qu'un curieux, comme aujourd'hui, en ait décidé autrement. Cette petite embuscade a pour simple but de faire un peu mieux connaissance avec ces sympathiques animaux sans pattes. Leur corps complètement sec est entièrement recouvert de petites plaques, d'écailles, assemblées de façon géométrique, et ceci du haut de la queue jusqu'au bout du museau. Celles du dessus du corps sont en forme de losange, disposées un peu comme des tuiles. Leurs différentes teintes composent ensemble la couleur générale de la bête. Sur le ventre, les écailles sont plus grandes, et chacune d'entre elles est placée dans le sens de la largeur. Habiles dispositions qui permettent à l'animal de prendre appui sur les moindres aspérités du sol quand il se promène. Plusieurs fois par an, pendant leur croissance, un peu comme nous changeons de chaussures, les serpents changent la partie supérieure de leur peau au cours de la mue. On trouve le résultat de cette curieuse opération dans les buissons ou dans les herbes sur lesquelles l'animal s'est frotté. D'un bout du corps à l'autre apparaissent sur les mues les moulages des différentes écailles jusqu'à celle de la tête qui couvre même l'œil. Cette écaille transparente et immobile remplace d'ailleurs nos paupières, si bien que les serpents ne ferment jamais les yeux. C'est le moment d'en profiter pour oser les regarder d'un peu plus près. Cela nous permet de distinguer les couleuvres, qui ont une pupille bien ronde, et les vipères, dont l'œil ressemble plutôt à celui d'un chat. L'autre moyen très sûr pour savoir à qui l'on a affaire est d'avoir le courage, encore quelques secondes, d'observer les écailles de la tête. Si elles sont petites et nombreuses, gare à la vipère. Au contraire, s'il n'y en a que quelques-unes, très larges, vous n'êtes pas encore un héros. C'est une simple couleuvre. Quoi qu'il en soit, vipères ou couleuvres, toutes les deux sont des prédateurs carnivores. Elles partent de temps en temps en chasse à la recherche du campagnol ou du lézard qu'elles s'attaquent à vue. Pour maîtriser leur proie, les couleuvres ne disposent pas dans leur gueule d'appareils venimeux. Pour elles, la technique est simple. Il faut mordre la victime et essayer de l'avaler toute vivante, sans autre forme de procès. Le mouvement alternatif des mâchoires fait ainsi pénétrer lentement, mais inexorablement, l'infortunée victime au fond de la gueule. Mais quand on a eu plus grands yeux que grand ventre, il faut aussi savoir s'arrêter. La technique est un peu différente chez la vipère. Pour comprendre, trouvez une vipère qui soit vraiment de très mauvaise humeur et présentez-lui le bout de votre botte. Le résultat ne se fait pas attendre. En un éclair, elle a mordu les caoutchoucs et l'a relâché. Mais le temps de cet aller-retour fulgurant
il s'est passé bien des choses. À l'intérieur de leur gueule, les vipères ont une poche à venin reliée à 2 dents longues, très fines, appelées crochets. Les crochets sont creux à l'intérieur comme une seringue. En fait, au cours de la morsure, en une fraction de seconde, ils pénètrent dans le corps du rongeur attaqué et envoient le venin dans les tissus. La victime va courir encore quelques secondes et tomber raide morte un peu plus loin. La vipère se met alors en route, la retrouve en se servant de son odorat et l'avale, la tête la première. Triste histoire en vérité, mais il faut bien que tout le monde mange. Parmi toutes les fleurs qui agrémentent les paysages à la belle saison, certaines, plus que leurs voisines, attirent toutes sortes d'insectes. Non pas qu'elles soient plus grandes, ou plus colorées, ou plus parfumées que les autres, mais tout simplement parce qu'elles ont la particularité de fabriquer un délicieux liquide sucré, appelé le nectar. Et tout le monde de se régaler, pompant allègrement de la langue ou de la trompe. Sans supplément de prix, on peut choisir son parfum, car chaque espèce de fleur en possède un différent de tous les autres. Parmi tous ces gourmands, certains travaillent pour leur propre compte, tandis que d'autres appartiennent à une société et le produit de leur récolte servira à tous les membres du groupe. C'est le cas des abeilles. Les colonies d'abeilles vivent soit de manière indépendante, dans les trous des vieux arbres par exemple, soit en utilisant comme abri les ruches, habitations que l'homme met à leur disposition en échange de quelques menus services dont nous reparlerons. Chacune des ruches contient une famille, une société qui compte 30, 40 ou 50 000 abeilles, ouvrières pour la plupart. Certaines d'entre elles travaillent à l'extérieur, mais l'essentiel de leur activité se déroule dans le secret et la pénombre, à l'intérieur de la ruche. La visite nécessite quelques précautions. Un peu de fumée calme les abeilles les plus agressives et permet d'extraire sans se faire piquer un des 10 cadres en bois sur lesquels elles vivent. Sur chacun de ces cadres, les ouvrières ont construit dans un ordre parfait des milliers de petits tubes en forme géométrique appelés cellules ou alvéoles. Celles-ci sont faites avec de la cire que certaines abeilles fabriquent et façonnent pour leur donner la forme idéale. Malgré les apparences, la masse grouillante de la société des abeilles est parfaitement bien organisée et structurée. Chaque individu joue un rôle bien précis en fonction de son âge. Les abeilles les plus âgées ont ainsi la lourde responsabilité de trouver et de ramener à la ruche la nourriture de tout ce joli monde. Dès qu'il fait suffisamment chaud, l'entrée de la ruche ou de la ruchette d'observation se transforme en un véritable aéroport où atterrissent et décollent sans arrêt les abeilles butineuses. Leur plan de vol les amène parfois à plusieurs kilomètres de là, sur une zone où les fleurs à nectar sont en pleine production. Chacune d'entre elles est minutieusement inspectée et vidée de son nectar grâce à la langue, qui fonctionne à la fois comme une éponge et une pompe à liquide. Cette nourriture sucrée est ensuite stockée dans une poche du corps de l'abeille, appelée jabot. En plus du sucre, les ouvrières butineuses récoltent sur les fleurs un autre produit très important, le pollen. En butinant, elles font tomber sur elles ces graines microscopiques et les accumulent sur de petites corbeilles qu'elles ont sur les pattes arrière. Une fois pleines, les corbeilles forment 2 belles pelotes, jaunes pour celles-là. Alourdie de nectar et de pollen, comme un avion gros porteur, la butineuse retourne à tire-d'aile en direction du rucher pour décharger sa précieuse cargaison. Arrivées dans la ruche, les butineuses vident le contenu de leur jabot dans celui d'autres ouvrières plus jeunes et qui restent en permanence sur les rayons de cire. Ces abeilles mélangent le nectar à leur salive, puis le déversent dans les cellules construites auparavant.
C'est là que lentement le liquide se transformera en miel. Il faudra pour cela un entretien constant de la part des ouvrières. Tous les jours, elles évaporent l'eau en surplus, apportant un peu de salive pour transformer les sucres jusqu'au jour où le miel est à point. À ce moment-là, les abeilles ferment les alvéoles avec un petit bouchon de cire. Le pollen est stocké de la même façon. Déchargé par la butineuse, ce sont les ouvrières de l'intérieur qui le tasseront au fond des alvéoles. Les abeilles sont aussi les championnes de la communication. Elles se parlent par les antennes, par les odeurs, mais aussi par des danses. C'est ainsi que les butineuses indiquent à leurs consoeurs le bon coin nectar ou à pollen qu'elles ont trouvé. Pour cela, elles décrivent sur le cadre des ronds ou des huit, tout en se mettant à frétiller énergiquement. Pour comprendre, accrochons-nous, car il faut être aussi doué qu'elles en géométrie. L'angle entre la verticale et la trajectoire de la partie frétillante indique aux autres abeilles la direction exacte à suivre par rapport au soleil. Quant à la fréquence des frétillements, elle donne tout simplement la distance à laquelle se trouvent les fleurs à explorer. Étonnant, non? Mais vous verrez, la semaine prochaine, que les abeilles nous réservent encore bien des surprises. Les reptiles sont sans aucun doute, avec les crapauds et autres insectes piqueurs, les animaux les plus mal vus du monde. Mais si la rencontre d'une vipère ou d'une couleuvre laisse rarement de bons souvenirs, il est d'autres reptiles qui ont une cote un peu meilleure auprès du public, ce sont les lézards. Ils ont pourtant quelques points communs avec leurs cousins serpents. Le corps allongé et fin, tout d'abord, et puis les écailles qui couvrent leur peau. C'est peut-être leur tête qui les rend plus sympathiques que les serpents, et en particulier les yeux qui, au lieu d'être fixes, sont mobiles et équipés d'une paupière qui les rend un peu plus expressifs. Enfin, dernier équipement supplémentaire, les pattes sont terminées par des doigts et des griffes très fines qui autorisent les lézards à quelques acrobaties verticales. Seule exception, l'orvet, qui malgré les apparences n'est pas un serpent, mais bien un lézard auquel on a simplement oublié de mettre des pattes. C'est une très mauvaise affaire pour lui, car il est souvent confondu avec la première couleuvre venue et reçoit dans la foulée autant de coups de pioche ou de bâton sur la tête. Heureusement, les lézards sont des professionnels du camouflage. Ainsi, en fonction de l'endroit où ils habitent, la coloration et les dessins de leurs robes les aident à passer inaperçus en bien des circonstances. Le lézard vert est sans doute le champion de cette spécialité. On pourrait croire qu'il choisit volontairement l'emplacement de ses siestes ou de ses parcours pour se fondre et disparaître totalement dans la végétation. Cette faculté de se dissimuler est sans doute une bonne défense vis-à-vis de prédateurs comme les rapaces ou les couleuvres. Elle permet également aux lézards de surprendre leur proie, car ce sont des carnivores qui se nourrissent de toutes sortes de petits animaux, comme les insectes. D'ailleurs, pour savoir comment se passe une chasse de lézards, nous vous proposons une partie de pêche peu ordinaire. Pas d'hameçon, bien sûr, mais une bonne grosse mouche collée à un fil de pêche fera l'affaire. Les lézards repèrent leur proie grâce à leur vue. Et dans des circonstances un peu plus naturelles, le principe est exactement le même. Sauf peut-être que la victime ne se laisse pas forcément attraper.
Autre cas de figure. Mais malgré la longueur du plan de résistance, celui-ci finira au fond de l'estomac du lézard vert. À l'exception de ces moments d'activité, et pour reprendre la bonne tradition des serpents, les lézards passent de longs moments à faire la sieste, plus ou moins exposés au soleil, confiants en leur tenue de camouflage. Ce comportement permet aux reptiles de se réchauffer en permanence, car ils ne fabriquent pas comme nous leur propre chaleur et doivent emmagasiner celle apportée par le soleil pour assurer leurs besoins vitaux. Dernier détail pour terminer. Les lézards détiennent un curieux pouvoir qu'ils utilisent lorsqu'ils se sentent en danger, ce qui doit être le cas en ce moment. D'une brusque contraction musculaire, ils se séparent d'une bonne partie de leur queue, qui, bien que détachée du corps, continue de gigoter comme un petit ver pendant 1 ou 2 minutes. Très utile supercherie vis-à-vis d'un éventuel prédateur, qui attrapera peut-être la queue, mais pas le reste. La plaie occasionnée par l'opération se cicatrise très vite et est peu à peu remplacée par un petit moignon. Celui-ci grandit au fil des semaines pour remplacer, plus ou moins bien d'ailleurs, la queue d'origine. Cela ne trouble en rien la sérénité de notre ami qui continue le cours paisible de son existence. Lorsqu'on est rapace, faucon cresserelle ou buse par exemple, tenir sa place de prédateur dans la nature nécessite l'utilisation d'un équipement de chasse très perfectionné. Tout d'abord, une paire d'yeux très développés qui occupent une bonne partie de la tête. Ils permettent de voir une grande étendue et surtout de discerner avec une précision infernale le moindre petit mouvement anormal du campagnol, là-bas, tout au fond du pré derrière la touffe d'herbe. Et puis le bec, bien sûr, pour déchirer les proies. Enfin les pattes, puissantes, terminées par des doigts aux griffes immenses pour capturer et tuer les imprudents qui se sont fait surprendre. Face à cet arsenal redoutable, les rongeurs qui constituent l'essentiel du régime alimentaire des buses et des faucons cresserelles semblent bien démunis. Leur seule défense est de disparaître du paysage dans les meilleurs délais et de continuer leurs petites affaires sous terre. En fait, tant que leurs ennemis jurés volent tranquillement en faisant des ronds dans l'air, les campagnols n'ont rien à craindre. Ils ne font que jouer dans les courants ascendants et ne pensent pas à mal. Par contre, dès que l'un des bandits se perche comme ça, bien en évidence, sur les fils, les poteaux ou les arbres dominant les prés, il y a quelques soucis à se faire. Car là, ils sont en chasse et ils n'ont plus leurs yeux dans leurs poches. Mais parfois, cet affût perché au-dessus des champs est remplacé par une autre méthode de chasse dont le faucon cresserelle est un spécialiste. C'est le vol sur place. Le nez au vent, les ailes à peine frémissantes, l'oiseau paraît comme suspendu en l'air avant de se laisser tomber sur sa proie. Les buses pratiquent également cette technique, bien que moins souvent. Là également, mulots ou campagnols ont intérêt à avoir de bons réflexes s'ils ne veulent pas, comme celui-ci, se voir offrir un voyage aérien, gratuit certes, mais sans retour. Le voyage en question conduit soit sur un perchoir tranquille où la buse ou le faucon dégusteront à loisir leur prise, soit un peu plus loin, dans un grand arbre où ils ont installé leur nid. Chaque couple de buses élève 2 à 5 poussins. Au début, ils sont nourris à la becquée avec de petits morceaux de viande pris sur les cadavres des mulots et des campagnols. Plus tard, les parents ne font plus que passer sur le nid pour y déposer les proies qu'ils ont attrapées. Celles-ci s'entassent parfois en grand nombre, au grand plaisir des mouches du secteur.
Cela ne semble pas couper l'appétit des jeunes buses qui sortent de temps en temps de leur sieste pour avaler un campagnol, non sans mal d'ailleurs. Pour son nid, le faucon cresserelle se contente, quant à lui, de réutiliser un vieux nid de corneille ou de pie, parfois un peu branlant. Les petits sont souvent très nombreux et naissent en duvet blanc, comme tous les poussins de rapaces. Mais parfois, exceptionnellement, un seul jeune oiseau réussit à éclore. C'est une très bonne affaire pour lui, car les parents n'ayant qu'une bouche à nourrir, il ne risque pas de mourir de faim. Le ravitaillement arrive toujours par la voie des airs, et c'est uniquement la mère qui apporte à manger. Comme chez la buse, le petit poussin est nourri au début de minuscules parcelles de viande distribuées avec attention. Le mâle, quant à lui, se contente de chasser et d'apporter les proies à sa femelle. 15 jours et quelques repas plus tard, les jeunes buses ont singulièrement changé. Le duvet blanc de leur naissance a fait place aux premières véritables plumes. Dressées de plus en plus souvent, elles arpentent les bords du nid et commencent à s'intéresser au monde extérieur. L'évolution est bien sûr identique chez le couple de faucons cresserelles. La femelle apporte toujours la nourriture au nid, mais elle ne fait maintenant, elle aussi, que passer en coup de vent. Petite différence cependant avec la buse, les cresserelles ont la curieuse habitude de couper la tête des malheureuses victimes de leur chasse avant de les poser au nid. Mais comme il reste le meilleur, cela ne gêne en rien le consommateur qui a, depuis le temps, appris à découper lui-même son beefsteak de campagnol. Un mois après la naissance des jeunes buses et des faucons cresserelles, les yeux, les ailes et les serres sont presque prêts à fonctionner et feront 15 jours plus tard leur première victime. Souvenez-vous, il y a quelque temps, nous avions laissé nos abeilles à leur danse, au butinage des fleurs et à la récolte du pollen. Tout cela est très important, car une grande partie de la vie de la ruche dépend du pollen et du miel. Mais la société ne compte pas que des butineuses. Les abeilles qui vivent sur les cadres dans la ruche assurent chacune un métier, en fonction de leur âge. Certaines, on l'a déjà vu, s'occupent de fabriquer le miel à partir du nectar apporté par les butineuses. D'autres surveillent et contrôlent la température de la ruche en battant des ailes pour créer un courant d'air. C'est la même technique de ventilation, artisanale mais efficace, qui permet d'évaporer l'eau contenue dans le miel. Devant l'entrée de la ruche, il y a même un service d'ordre d'une redoutable efficacité. Ce sont les abeilles gardiennes. Car les richesses stockées dans les rayons de cire peuvent intéresser bien des pillards, et en premier lieu, les abeilles des ruches voisines. Mais les étrangères qui tentent de s'approcher sont reconnues à leur odeur et immédiatement attaquées et tuées à coups d'aiguillon. Mais le cœur de la société des abeilles, c'est bien sûr la reine. Si nous ne l'avions pas marquée, il serait difficile de la reconnaître, si ce n'est à son abdomen plus long et plus gros que celui des ouvrières. La reine est constamment entourée d'une cour d'abeilles en contact avec elle par leurs antennes. Ces ouvrières transmettent en permanence aux milliers d'autres abeilles le fait que la reine est bien là. Et c'est ce message qui maintient la colonie si soudée et unie. Son rôle essentiel consiste à pondre sans cesse, un œuf dans chaque cellule, c'est-à-dire au bout du compte, des milliers, des dizaines de milliers d'œufs durant les 2 ou 3 années de sa vie. L'œuf est un minuscule bâtonnet blanc d'1,5 mm de long, à peine visible au fond de l'alvéole. Quelques jours plus tard, les œufs se transforment en larves. Abondamment approvisionnées en pollen et en miel par des abeilles nourrices, ces larves grandissent et se développent. Puis à un certain moment,
les ouvrières les enferment dans leurs cellules en fabriquant un petit bouchon fait de cire mélangée à du pollen. À l'intérieur de leur prison, à l'abri des regards et sous la surveillance des nourrices, les larves subissent de prodigieuses transformations. De la forme d'un petit ver blanc au départ, elles commencent à prendre l'aspect d'une vraie abeille. La tête apparaît avec ses yeux sombres, ainsi que les ébauches des ailes et des pattes. Mais il faudra attendre encore un peu pour que tout cela soit en état de marche, et ce n'est que 22 jours après la ponte de l'œuf qu'a lieu l'éclosion. Le premier travail de l'abeille naissante est bien entendu de découper le bouchon de cire qui la sépare de l'air libre. Et autant elle a été l'objet de soins attentifs lorsqu'elle était larve, autant à ce moment-là, elle doit se débrouiller toute seule et ne compter que sur ses propres instruments pour s'en sortir. Enfin, après un bon quart d'heure d'effort et de contorsion, l'abeille naissante parvient à s'extraire de son trou et prend possession de son nouveau domaine. Ainsi naissent toutes les abeilles de la ruche. Mais lorsque la reine vient à disparaître, il se passe de drôles de choses sur les rayons de cire. D'abord, le tam-tam fonctionne et tout le monde est au courant. Puis, quelques heures après, les ouvrières choisissent une alvéole et la transforment en cellule royale, beaucoup plus grande que les autres. La larve qui est à l'intérieur est plus au large et reçoit une nourriture abondante et spéciale, appelée gelée royale. C'est ce traitement de faveur qui en fera, au bout de 16 jours seulement, une nouvelle reine. Voilà maintenant des semaines que les abeilles butinent, construisent, pondent, stockent, entretiennent et surtout font des provisions de miel pour l'hiver. C'est bien entendu le moment choisi par l'apiculteur pour venir faire sa récolte. Sur chaque cadre où sont entreposées les réserves, les cellules à miel sont rapidement ouvertes. Puis le tout est installé dans une étrange machine appelée extracteur. Et là, grâce à la force centrifuge, des millions de gouttelettes représentant les millions et les millions d'allers et retours des butineuses de la ruche aux fleurs vont se déposer et s'accumuler au fond. Et les abeilles, direz-vous? Eh bien, elles continueront sans relâche leur récolte sur d'autres fleurs pour refaire leur stock. Car si elles savent faire beaucoup de choses, elles n'ont visiblement pas encore compris la malice de l'homme. Dans les paysages qui nous entourent, les arbres, l'herbe, les fleurs ont besoin pour vivre de l'air, du soleil et aussi des éléments que leurs racines puisent dans le sol, qui est le principal fournisseur de matières nutritives. Mais dans certains endroits, ce sol bienfaiteur est absent ou bien incapable d'apporter ce dont la plupart des plantes ont besoin. C'est le cas par exemple de certains marais ou des éboulis de pierre. Pourtant, on y trouve quelques végétaux peu exigeants et même de fort jolies fleurs qui ont tout pour attirer les insectes du secteur. Mais attention, si ces fleurs paraissent bien anodines, la plante étale au sol de redoutables pièges. Les feuilles de la grassette, c'est le nom de cet hypocrite, fabriquent en effet, sans en avoir l'air, une colle de tout premier choix qui ne pardonne pas au moucheron innocent qui vient s'y poser et qui n'en repartira jamais, comme la plupart de ses prédécesseurs déjà digérés. Car telle est la stratégie des plantes carnivores. Attraper des êtres vivants et s'en nourrir en remplacement de ce que leurs racines ne trouvent pas. Dans les tourbières de montagne, l'eau acide et froide qui stagne en permanence rend également la vie végétale particulièrement difficile. Seules certaines mousses un peu spéciales, les sphègnes, peuvent proliférer à leur aise. C'est sur ces mousses
dans ce lieu inhospitalier que s'installe une autre plante carnivore, la Drosera ou Rossolis. Cette famille de plantes possède de curieuses feuilles rondes, ovales ou en ruban, couvertes de poils rougeâtres, plus ou moins longs, et terminées par un petit renflement. Chacun de ces poils minuscules est destiné à fabriquer une petite goutte de rosée brillante, du plus joli effet, capable en plus d'attirer les insectes des alentours. Mais là encore, méfiance, car ce joli tapis rutilant s'avère être encore une fois un redoutable guet-apens, et cette araignée n'a sans doute jamais imaginé qu'elle tomberait un jour dans un piège plus gluant que sa propre toile. Malgré les apparences, en effet, la lutte est bien inégale entre l'insecte et les dizaines de tentacules poisseux qui le retiennent prisonnier. Bientôt la proie est neutralisée et toute résistance est désormais vaine. Très lentement, les poils se sont refermés sur la victime. Et grâce à un suc digestif, les chairs sont liquéfiées puis absorbées par la plante qui ne laissera que les parties dures du cadavre de la mouche. Originaire d'Amérique du Nord, la sarracénie a une autre technique de piégeage pour se procurer les sels minéraux indispensables à sa croissance. Ses feuilles se terminent par une sorte de clapet protecteur et, immédiatement en dessous, une ouverture permet la communication avec une urne très profonde, remplie de liquide digestif, dans lequel se noiera l'insecte qui s'y introduit. Chez d'autres espèces, comme la dionée, en revanche, on ne cache pas ses intentions prédatrices. Chaque feuille est transformée en 2 lobes, gentiment ornés de longues épines, du plus pur style piège à l'eau. Le déclencheur du piège est fait de 3 poils sensitifs microscopiques disposés sur la feuille. Il suffit de les toucher pour qu'ils commandent, en une fraction de seconde, la fermeture de la prison. Là encore, l'imprudence des uns fait le bonheur des autres. La proie, une fois enfermée dans sa prison végétale, l'étau des feuilles se resserre lentement sur elle et les sucs digestifs commencent leur inexorable travail de dissolution. Malheur donc à l'insecte qui oublie que la plante peut parfois aussi être animale. Durant toute la belle saison, le monde animal est en pleine effervescence. Le climat est doux, partout la nourriture abonde et chacun trouve sans problème de quoi satisfaire son appétit. Tout le monde chasse ou butine, avant, comme c'est souvent la loi, de se faire croquer par plus fort que soi. Mais tout change lorsque l'hiver arrive. Les insectes meurent pour la plupart et seuls leurs œufs ou leurs larves survivent, bien cachés et à l'abri dans le sol ou sous les écorces. Il ne reste que quelques baies ou quelques graines accrochées aux branches dénudées et les oiseaux migrateurs sont partis depuis longtemps vers des pays plus accueillants. Pourtant, d'autres oiseaux ont choisi de rester sur place, quitte à changer de nourriture, et pour faire plus ample connaissance avec ces résistants, il suffit de leur offrir un repas gratuit sur un plateau. Ils ont vite fait de repérer la bonne aubaine et rapidement, les plus hardis se mettent à table. Ce sont les mésanges qui arrivent en premier. Mais au fait, sauriez-vous les reconnaître? Ventre jaune barré d'une ligne sombre, un bonnet noir brillant sur la tête, elle-même ornée d'une joue blanche, voilà la mésange charbonnière. La mésange bleue est plus petite, mais aussi vive et agitée que sa grande cousine. Pour elle, la peinture bleu ciel a joliment remplacé le noir sur la tête et le dos. Quant à la dernière de ces effrontées, on l'appelle mésange boréale. Et si elle passe un peu plus inaperçue que les autres,
elle n'a pas son pareil, comme elle, pour venir chipper les graines une à une. Cette agitation autour de notre mangeoire a attiré l'œil d'autres affamés du secteur qui observent les événements avec prudence. Il faut dire que ceux-là sont beaucoup plus méfiants que les mésanges et hésitent un bon moment avant d'approcher. Mais lorsqu'ils se décident, ils débarquent en force et ne quittent plus la table, chassant même tous ceux qui n'appartiennent pas à la bande. En hiver, ces oiseaux-là ont l'habitude de se déplacer en grandes troupes où se mélangent plusieurs espèces, comme par exemple les pinsons du Nord qui passent l'été en Scandinavie, et les verdiers, facilement reconnaissables aux quelques plumes jaunes vifs de leurs ailes. Tous sont des mangeurs de fruits et de graines et sont équipés d'un bec puissant pour les casser. Le champion toute catégorie de cette spécialité est sans aucun doute le gros bec. Imaginez qu'en été, cet oiseau parvient à casser sans aucune difficulté les noyaux de cerises ou même d'olives pour y prendre l'amande dont il raffole. Autant dire que pour lui, décortiquer des graines de tournesol de la mangeoire n'est qu'un jeu d'enfant et qu'il convient pour les autres de ne pas trop l'embêter quand il mange. Mais comment s'en sortent les mésanges avec leur petit bec fin et pointu de mangeurs d'insectes? En fait, elles ont vite trouvé la solution au problème. En premier lieu, il s'agit de dénicher dans le tas la graine la plus belle, la plus lourde, alors on soupèse, on essaie et on choisit enfin la meilleure. La graine est coincée fermement entre les pattes et le bec pointu attaque son enveloppe jusqu'à atteindre l'amande qu'il ne reste plus qu'à déguster. La mangeoire attire également d'autres gourmands, comme le pique-et-pêche, qui passe son temps accroché aux troncs d'arbres dans lesquels il trouve sa nourriture. Vient également de temps en temps une curieuse acrobate qui se déplace le long du tronc, tête à l'envers. C'est la citelle torche-peau, avec son dos gris ardoise et son bandeau noir sur l'œil. Elle ouvre les graines, à la façon des mésanges, mais au lieu de les tenir, disons à la main, la citelle les coince dans un trou d'écorce avant de taper du bec pour casser l'enveloppe. Mais vous pouvez découvrir bien d'autres oiseaux encore à la table de votre petit restaurant de campagne, surtout si vous variez un peu le menu. Alors maintenant, à vous de jouer. Le groupe des fourmis des bois comporte plusieurs espèces qui habitent pour la plupart les forêts de montagne et leurs clairières. Après les longs mois d'hiver passés sous la neige, une partie des fourmis profite des premiers beaux jours pour remonter à la surface de leur fourmilière et prendre un bon bain de soleil. Ce sont toutes des ouvrières qui, une fois copieusement réchauffées, retournent au fond de leur nid pour réveiller le reste de la colonie. Chaque fourmilière est une société qui peut compter plusieurs centaines de milliers d'individus, reines et ouvrières pour l'essentiel. Les plus jeunes d'entre elles restent dans la fourmilière, tandis que les plus âgées travaillent à l'extérieur. Une des occupations principales de ces vieilles ouvrières est d'aménager et d'agrandir leur habitation. Sans arrêt, elles apportent toutes sortes de matériaux, aiguilles de sapin, brindilles par exemple. Les plus lourds morceaux ne les effraient pas le moins du monde, et s'il le faut, elles s'y mettront à plusieurs pour s'entraider. Ceci dit, il semble que la coordination des mouvements ne soit pas toujours parfaite, loin s'en faut.
Mais ce qui se passe à l'extérieur n'est pas tout. La surface de la fourmilière communique en effet avec l'intérieur par un vaste réseau de galeries qui s'enfoncent profondément, parfois jusque dans le sol de la forêt. C'est là que vivent une ou plusieurs reines, entourées d'une armée de jeunes ouvrières, chargées de les entretenir et de les soigner. Ces ouvrières de l'intérieur s'occupent également des œufs pondus par les reines, des larves qui en naissent, et enfin des cocons dans lesquels les futures fourmis finissent leur croissance. Toutes les fourmilières ne vivent pas fermées sur elles-mêmes. Chacune d'entre elles communique avec la nature environnante par une ou plusieurs pistes. Certains de ces sentiers sont parfaitement visibles, tant la circulation qui les a créés est importante. Ce sont en effet de véritables autoroutes, à une seule voie et sans accident, que les fourmis du service extérieur empruntent en permanence pour aller à la chasse dans le secteur et revenir avec leur butin à la fourmilière. Car les fourmis jouent un rôle très important dans la nature, en capturant une quantité incroyable de chenilles, d'araignées et d'insectes de toutes sortes. Que ce soit pour soulever des brindilles ou traîner des proies, les fourmis développent une force tout à fait extraordinaire. Après de savantes études, on a réussi à calculer qu'elles sont capables de déplacer des objets qui pèsent jusqu'à 60 fois leur propre poids. C'est ainsi que les proies sont traînées jusqu'à l'intérieur de la fourmilière pour être débitées et consommées. Plus curieux encore, les branches d'épicéa ou de sapin semblent attirer à certaines périodes de l'année des bataillons entiers de fourmis qui explorent chaque rameau avec la plus grande attention. Que cherchent-elles donc? Eh bien ceci, une grouillante famille de pucerons sagement occupés à pomper la sève de la branche où ils se sont installés. Oh, ils ne sont pas bien gros, ces pucerons. À peine 2 mm pour les plus grands, mais ils intéressent follement les fourmis. Mais pas pour les croquer tout crus à la première occasion, non. Tout au contraire, elles les surveillent, elles les défendent contre d'autres prédateurs. Bref, elles les gardent comme un berger garde son troupeau. Car ce qui les intéresse, c'est cette petite goutte de liquide brillant que les pucerons rejettent presque en permanence et qu'on appelle le miella. Ce miella est fait de sucre à l'état pur, accompagné de diverses autres gâteries dont raffolent les fourmis. Ce sirop magique représente d'ailleurs plus de la moitié de leur nourriture. C'est aussi à la belle saison qu'apparaissent les fameuses fourmis volantes. Ce sont les mâles et les femelles de la colonie, nettement plus gros et plus lourds que les autres membres de la société. Ils quittent bientôt définitivement la fourmilière qui les a vus naître et s'éparpillent sur la végétation des alentours. Rapidement, les mâles retrouvent les femelles pour un bref accouplement. Une fois celui-ci achevé, chaque femelle est capable de fonder une autre colonie de fourmis un peu plus loin.